Chapitre 16. Un cortège, un cortège. Je souhaite mentionner ici notre gratitude envers nos amis de l'Amazone pour l'extrême gentillesse et l'hospitalité dont ils ont fait preuve à notre égard pendant ce voyage de retour. Plus particulièrement, je voudrais remercier le seigneur Penalosa et d'autres fonctionnaires du gouvernement brésilien pour les dispositions qu'ils ont prises et l'aide qu'ils nous ont apportée en cours de route, ainsi que le seigneur Pereira pour sa prévenance, car grâce à lui, nous avons pu rejoindre la civilisation avec des affaires et une tenue décente qui nous attendaient toutes prêtes à la ville de Para. Devant la courtoisie dont nous avons fait l'objet, cela peut paraître bien ingrat qu'il faille décevoir nos hôtes et bienfaiteurs, mais vu les circonstances, nous n'avions pas d'autre choix, et je les préviens instamment que, s'ils essayaient de remonter nos traces, ils ne feraient que perdre leur temps et leur argent. Tous les noms ont été modifiés dans le compte-rendu, et même en réalisant une étude minutieuse, je suis sûr que personne ne pourrait s'approcher de notre pays inconnu à moins de 1500 kilomètres. Nous avions supposé que l'excitation qui régnait en Amérique du Sud à notre passage était purement locale, et je puis assurer nos amis d'Angleterre que nous étions loin d'imaginer le tumulte causé en Europe par de simples rumeurs sur nos expériences. Pourtant, quand l'Hivernia approcha les côtes de Southampton à moins de 800 kilomètres, les messages radio affluèrent. Une foule de journaux et d'agences se lancèrent dans une enchère frénétique, offrant des sommes exorbitantes en échange d'un bref résumé de nos découvertes. Et nous vîmes alors que non seulement le monde scientifique avait les yeux braqués sur nous, mais aussi le grand public. Cependant, nous étions tous d'accord pour ne faire aucune déclaration à la presse avant d'avoir rencontré les membres de l'Institut de zoologie, car en tant que délégués, notre devoir manifeste était de faire un premier compte-rendu à l'Assemblée qui nous avait chargés d'enquêter. Ainsi, malgré la foule de journalistes qui se pressaient à Southampton, nous refusâmes catégoriquement de donner la moindre information, ce qui, tout naturellement, attira l'attention du public sur la réunion prévue le 7 novembre au soir. Pour cet événement, l'auditorium de zoologie où fut donné le coup d'envoi de notre mission s'avéra bien trop petit, et ce n'est qu'au Queen's Hall de Regent Street qu'on put trouver une salle assez grande. Il est maintenant de notoriété publique que les organisateurs avaient dirigé leurs recherches vers l'Albert Hall, pour s'apercevoir, là encore, qu'il manquait de place. La grande réunion avait été programmée pour le soir du deuxième jour après notre arrivée. Quant au premier jour, nous avions tous des affaires personnelles urgentes qui requéraient notre entière attention. Peut-être qu'avec le recul je pourrais y penser et, qui sait, en parler sans trop d'émotion. J'ai fait savoir au lecteur dès le début de ce récit ce qui motivait mes actes. Peut-être serait-il juste que je poursuive l'histoire et que j'en dévoile le dénouement. Et peut-être qu'un jour viendra où j'y consentirai. Enfin, on m'a incité à me lancer dans une aventure extraordinaire, et je ne peux qu'éprouver de la gratitude envers la force qui m'a poussé en avant. Et maintenant, j'aborde le dernier épisode, le couronnement de notre aventure. Alors que je me torturais l'esprit à essayer de le décrire au mieux, mon regard tomba sur la publication du 8 novembre de mon propre journal, l'édition du matin, qui contenait l'excellent article de MacDonough, mon ami et collègue reporter. Que puis-je faire de mieux que transcrire son récit avec les titres et tout le reste? J'admets que le style de l'article est plutôt exubérant. La fierté d'appartenir au journal qui avait envoyé un correspondant y est sans doute pour quelque chose. Voici, donc, le compte-rendu de mon ami Mac. Le Nouveau Monde. Grande assemblée au Queen's Hall. Un véritable tumulte. Un incident inattendu. Que s'est-il passé? Émeute nocturne à Regent Street. Édition spéciale. Tout le monde en parle. L'assemblée de l'Institut de zoologie qui devait entendre le rapport du comité d'investigation envoyé l'an passé en Amérique du Sud pour vérifier les allégations du professeur Challenger concernant la permanence d'une vie préhistorique sur ce continent s'est tenue dans l'immense Queen's Hall, et il n'est pas exagéré de dire que ce jour fera date dans l'histoire de la science, car les débats revêtirent un caractère si incroyable et sensationnel qu'on n'est pas près de les oublier. Oh, MacDonough, mon frère dans l'écriture, cette phrase d'introduction est d'une lourdeur monstrueuse. En théorie, les billets étaient réservés aux membres de l'Institut et à leurs amis, mais le dernier terme est plutôt élastique, et bien avant 8 heures du soir, le moment auquel la séance avait été fixée, le grand hall était plein à craquer. Cependant, le grand public, qui éprouvait un dépit inexplicable d'avoir été exclu, prit les portes d'assaut à 7h45, après une violente bousculade durant laquelle plusieurs personnes furent blessées, dont le malheureux inspecteur Scobble, de la division H, qui eut la jambe cassée. À la suite de cette intrusion inexcusable de la foule, qui ne se contenta pas de remplir tous les passages, mais alla jusqu'à empiéter sur l'espace réservé à la presse, on estima à près de 5000 le nombre de personnes qui attendaient l'arrivée des voyageurs.
Quand ils apparurent enfin, ils prirent place sur le devant de l'estrade où se tenaient déjà tous les leaders scientifiques du pays, ainsi que ceux de France et d'Allemagne. La Suède était aussi représentée en la personne du professeur Sergius, le fameux zoologiste de l'université d'Uppsala. L'arrivée de nos 4 héros fut le signal d'une formidable démonstration de bienvenue, l'auditoire entier se levant et applaudissant pendant plusieurs minutes. Un observateur perspicace aurait cependant remarqué certains signes de dissension dans les applaudissements, et il aurait pu en déduire que les débats risquaient fort de devenir plus animés qu'harmonieux. Néanmoins, il est certain que personne n'aurait pu prédire le tournant extraordinaire qu'ils allaient prendre. Il n'est pas utile d'en dire plus sur l'allure de nos 4 vagabonds, puisque leurs photographies ont paru à maintes reprises dans tous les journaux. Ils gardent peu de traces des souffrances qu'ils sont supposés avoir traversées. La barbe du professeur Challenger est peut-être plus hirsute, les traits du professeur Summerlee plus ascétiques, le visage de Lord John Roxton plus émacié, et tous 3 nous reviennent peut-être plus bronzés qu'ils nous ont quitté les côtes d'Angleterre, mais chacun d'eux a l'air d'être en parfaite santé. Quant à notre envoyé spécial, le célèbre athlète et joueur de rugby international E.D. Malone, il paraît au mieux de sa forme, et tandis qu'il promenait son regard sur la foule, son visage franc, quoique dépourvu de charme, affichait un sourire de joyeuse satisfaction. « D'accord, Mac, attends un peu qu'on soit seul à seul. » Quand le calme fut revenu et le public à nouveau assis, après l'ovation faite aux voyageurs, le président, le duc de Durham, s'adressa à l'assemblée. Il ne voulait pas, disait-il, faire attendre plus longtemps ce vaste auditoire, ni retarder la surprise qui les attendait. Ce n'était pas à lui d'anticiper ce que le professeur Summerlee, en tant que porte-parole du comité, avait à leur dire, mais la rumeur courait que leur expédition avait été couronnée par un succès extraordinaire. Applaudissements. Apparemment, le temps des aventures n'était pas révolu, et il y avait un terrain d'entente possible entre l'imagination débridée du romancier et les expériences scientifiques concrètes du chercheur. La seule chose qu'il voulait ajouter, avant de s'asseoir, c'est qu'il se réjouissait, comme chacun ici présent, que ces gentlemen soient revenus sains et saufs de leur difficile et périlleuse mission, car on ne pouvait nier que si l'expédition avait connu un destin tragique, c'eût été une perte presque irréparable pour la cause scientifique et la zoologie. Applaudissements frénétiques auxquels se joignit le professeur Challenger. Puis le professeur Summerlee se leva, ce qui déclencha une autre vague d'enthousiasme, une démonstration bruyante maintes fois répétée au cours de l'allocution. Celle-ci ne sera pas retranscrite intégralement dans cet article, pour la bonne raison qu'un récit complet des aventures de l'expédition est en cours de publication, un supplément issu de la plume de notre envoyé spécial lui-même. Par conséquent, nous nous en tiendrons à des indications générales. Après avoir décrit ce qui avait motivé leur périple, puis rendu un hommage grandiose à son ami le professeur Challenger, doublé d'excuses pour l'incrédulité qui avait accueilli ses déclarations, lesquelles étaient définitivement prouvées, il raconta comment s'était déroulé le voyage, en omettant soigneusement de divulguer toute information susceptible de permettre au public de localiser sur la carte ce plateau extraordinaire. Ayant retracé en termes vagues le trajet depuis le fleuve principal jusqu'à l'endroit situé au pied des falaises, il captiva son auditoire par son récit des difficultés que l'expédition rencontra dans ses tentatives répétées d'escalade. Puis il décrivit comment ses efforts acharnés coûtèrent la vie à leurs 2 serviteurs métis dévoués. Nous devions cette stupéfiante version de l'affaire à Summerlee, qui désirait éviter que des questions embarrassantes soient soulevées pendant la réunion. Ayant conduit en imagination son public jusque sur le sommet, et l'ayant abandonné là après la chute de leur pont, le professeur continua avec la description des horreurs et des merveilles de cette terre remarquable. Il ne s'étendit guère sur les aventures personnelles, mais il insista sur la riche récolte moissonnée par la science grâce à l'observation de la vie des bêtes, des oiseaux, des insectes et des plantes sur le plateau. Exceptionnellement riche en coléoptères et en lépidoptères, 46 espèces des uns et 84 espèces des autres furent collectées en l'espace de quelques semaines. Cependant, l'intérêt du public était tout naturellement centré sur les plus gros animaux, et tout spécialement les plus gros animaux supposés disparus. Concernant ceux-ci, il put donner une liste considérable, mais il était persuadé qu'elle s'allongerait notablement lorsque l'endroit aurait été exploré de façon plus approfondie. Lui et ses compagnons avaient aperçu au moins une douzaine de créatures, la plupart à bonne distance, qui ne correspondaient à rien de connu dans l'état actuel de la science. Ces dernières seraient dûment étudiées et classifiées. Il cita le cas d'un serpent dont la peau, d'un violet profond, faisait 17 mètres de long, et il mentionna une créature blanchâtre, probablement un mammifère, qui dégageait une phosphorescence bien visible dans l'obscurité.
ainsi qu'un gros papillon de nuit entièrement noir, dont la morsure était, d'après les Indiens, extrêmement venimeuse. Mis à part ces espèces vivantes entièrement nouvelles, le plateau était riche en formes de vie préhistoriques connues, dont certaines remontaient aux périodes jurassiques les plus anciennes. Entre autres, il mentionna l'immense et grotesque stégosaure, entrevu par Mr. Malone à un point d'eau près du lac, et dessinait dans le carnet de croquis de cet aventurier américain qui fut le premier à découvrir ce monde mystérieux. Il décrivit aussi l'iguanodon et le ptérodactyle, deux des premières merveilles qu'ils rencontrèrent. Puis, il fit frissonner l'assemblée avec le récit de terribles dinosaures carnivores qui, en plusieurs occasions, poursuivirent des membres de l'équipe, et qui étaient les plus incroyables de toutes les créatures qu'ils avaient pu voir. De là, il passa à l'énorme et féroce oiseau, le Phororhacus, et au grand élan qui hante toujours ces hauteurs. Pourtant, l'intérêt et l'enthousiasme de l'auditoire atteignirent leur point culminant lorsqu'il dépeignit les mystères du lac central. On devait se pincer pour être sûr de ne pas rêver lorsqu'on entendait ce professeur, ceint d'esprit et pragmatique, décrivant d'une voix calme et posée les monstrueux poissons lézards à 3 yeux et les gigantesques serpents d'eau qui habitaient ce lac enchanté. Puis il parla des Indiens, et de cette extraordinaire colonie de singes anthropoïdes que l'on pouvait considérer comme les descendants du pithécanthrope de Java, l'équivalent le plus approchant de cette créature mythique, le chaînon manquant. Finalement, il décrivit, non sans provoquer une certaine hilarité, l'ingénieuse mais ô combien dangereuse invention aéronautique du professeur Challenger, et termina cette allocution mémorable par le récit des méthodes qui permirent au comité de retrouver la civilisation. Il était prévu que la séance s'arrête là, puis que le professeur Sergius de l'université d'Uppsala fasse un discours de remerciement qui recevrait, en bonne et due forme, le soutien et l'approbation générale. Mais bien vite, il apparut clairement que les événements ne devaient pas suivre un cours aussi harmonieux. Des signes d'opposition s'étaient manifestés de temps à autre durant la soirée, et soudain le docteur James Illingworth d'Édimbourg se leva au centre de l'auditorium. Le docteur Illingworth demanda si l'on ne devait pas proposer un amendement avant d'adopter une résolution. Le président. « Oui, monsieur, si un amendement est nécessaire. » Le docteur Illingworth. « Votre honneur, un amendement est nécessaire. » Le président. « Alors entendons-le dès maintenant. » Le professeur Summerlee, bondissant sur ses pieds. Puis-je faire remarquer, votre honneur, que cet homme est mon ennemi personnel depuis notre différend dans le journal trimestriel des sciences quant à la vraie nature du Bathybius? Le président. Je regrette, mais je ne puis tenir compte des affaires personnelles. Poursuivez. Une partie des remarques que fit le docteur Illingworth furent rendues inaudibles par la violente contestation des supporters de l'équipe d'exploration. Il y eut même plusieurs tentatives pour le faire se rasseoir. Mais comme c'était un homme doté d'un physique imposant et d'une voix de stentor, il vint à bout du tumulte et put finir son discours. On avait clairement vu, au moment où il s'était levé, qu'il bénéficiait d'un certain nombre d'amis et de sympathisants dans la salle, même s'il ne représentait qu'une minorité du public. La majeure partie de l'auditoire adoptait une attitude neutre et attentive. Le docteur Illingworth commença ses observations en exprimant sa reconnaissance pour le travail scientifique que les professeurs Challenger et Summerlee avaient tous deux accompli. Il regrettait profondément qu'on puisse interpréter ses propos comme étant le fruit de préjugés personnels, alors qu'il n'était motivé que par le désir d'établir la vérité scientifique. De fait, sa position était en substance la même que celle du professeur Summerlee au cours de la dernière réunion. Durant celle-ci, le professeur Challenger avait fait certaines assertions que son collègue avait mises en doute. Maintenant, ce collègue venait lui-même proférer les mêmes allégations, et il s'attendait à ce qu'on le croie sur parole. Était-ce bien raisonnable? Oui. Non, suivi d'une longue interruption durant laquelle on entendit, dans la tribune de la presse, le professeur Challenger demander au président la permission de reconduire le professeur Illingworth dans la rue. Il y a 1 an, un homme avait dit certaines choses. Aujourd'hui, 4 hommes disaient d'autres choses encore plus stupéfiantes. Était-ce une preuve suffisante lorsque le sujet revêtait un caractère aussi révolutionnaire et incroyable? Il y avait eu des cas récents de voyageurs revenant de contrées inconnues avec des récits qu'on avait acceptés bien trop facilement. L'Institut zoologique de Londres allait-il se mettre dans une situation aussi embarrassante? Il reconnaissait que les membres du comité étaient des hommes de caractère, mais la nature humaine était extrêmement complexe, et même les professeurs pouvaient se laisser séduire par un désir de notoriété. Tout comme les papillons de nuit, nous étions attirés par la lumière. Les chasseurs de gros gibier aimaient surpasser les récits de leurs rivaux,
et les journalistes étaient plutôt portés sur le sensationnel, même si pour cela l'imagination devait donner un coup de pouce à la réalité. Chaque membre du comité avait ses propres mobiles pour exagérer ses conclusions. « Quelle honte! Quelle honte !» Il ne désirait nullement se montrer insultant. « Vous l'êtes !» suivi d'une interruption. Les preuves à l'appui de ces récits fabuleux étaient plutôt minces. À quoi se résumaient-elles? Des photographies. Pouvait-on vraiment, en cette époque de trucage photographique ingénieux, se fier à de telles preuves? Quoi d'autre? Nous avions une histoire d'évasion et de descente au moyen de cordes, ce qui excluait toute présentation des plus gros spécimens. C'était ingénieux, mais peu convaincant. Nous avions cru comprendre que Lord John Roxton prétendait détenir le crâne d'un Phocoracus. Il devait certainement vouloir dire qu'il aurait aimé voir ce crâne. Lord John Roxton. Est-ce que ce gars est en train de me traiter de menteur? Tumulte dans la salle. Le président. Du calme, du calme. Docteur Illingworth, je suis dans l'obligation de vous demander de conclure et de proposer votre amendement. Le docteur Illingworth. Votre honneur, j'ai d'autres choses à dire, mais je me soumets à votre autorité. Je propose donc que l'on remercie le professeur Summerlee pour son intéressante allocution et que toute l'affaire soit jugée comme étant dénuée de preuves et reportée devant un comité d'investigation plus important et, si possible, plus fiable. À la suite de cet amendement, il s'ensuivit une confusion indescriptible. Une grande partie de l'auditoire exprima son indignation qu'on puisse ainsi calomnier les voyageurs et poussa divers hurlements et cris de protestation tels que « Rejetez ! Qu'il retire ce qu'il a dit! Sortez-le !» D'autre part, les mécontents, et l'on ne peut nier qu'ils étaient très nombreux, acclamaient l'amendement au cri de « Silence ! Rappel à l'ordre !» et « Fair play !» Une rixe éclata entre les rangées de sièges du fond, et les étudiants en médecine qui s'étaient entassés dans cette partie de la salle échangèrent de nombreux coups. Seule l'influence modératrice d'un grand nombre de dames empêcha que cela ne tourne à l'émeute. Le professeur Challenger s'était levé. Son allure et son maintien étaient plutôt impressionnants, et lorsqu'il leva la main pour demander le calme, tout l'auditoire fit silence afin de l'écouter. Beaucoup de ceux qui sont présents se souviennent, dit le professeur Challenger, que de pareilles scènes de folie et de grossièreté avaient marqué la dernière réunion où je m'étais adressé à eux. À cette occasion, le professeur Summerlee était le principal agresseur, et bien qu'aujourd'hui il se soit assagi et repenti, l'affaire ne peut être entièrement oubliée. J'ai entendu ce soir des sentiments similaires, et même plus injurieux encore, exprimés par la personne qui vient juste de s'asseoir, et bien que cela me demande un effort conscient d'abnégation pour descendre au niveau intellectuel de cette personne, je m'attellerai à cette tâche, afin de lever tous les doutes qui pourraient subsister dans l'esprit de chacun. Rire et interruption. Je n'ai pas besoin de rappeler à cette assemblée que même si le professeur Summerlee a été amené à parler en tant que chef du comité d'investigation, c'est encore moi qui suis à l'origine de cette affaire, et c'est à moi que revient le mérite d'un quelconque succès. J'ai conduit ces trois gentlemen sains et saufs jusqu'à l'endroit mentionné, et comme vous avez pu l'entendre, je les ai convaincus de l'exactitude de mes comptes rendus précédents. Nous espérions qu'à notre retour, personne ne serait assez bouché pour contester nos conclusions unanimes. Cependant, averti par mes expériences précédentes, je ne suis pas revenu sans apporter des preuves susceptibles de convaincre un homme intelligent. Comme l'a expliqué le professeur Summerlee, nos appareils photographiques ont été endommagés par les hommes singes lorsque ces derniers ont pillé notre campement, et la plupart des négatifs ont été détruits. Des huées, des rires, ainsi que « À d'autres !» retentirent dans le fond de la salle. J'ai mentionné les hommes singes, et je ne peux m'empêcher de dire que certains sons qui parviennent aujourd'hui à mes oreilles me remettent vivement en mémoire mes expériences avec ces fascinantes créatures. Rire. Malgré la destruction de négatifs si précieux, il reste dans notre collection un certain nombre de photographies qui témoignent des conditions de vie sur le plateau. Avons-nous été accusés d'avoir truqué ces photographies ? Une voix dans l'assistance. « Oui !» Puis une interruption prolongée qui se termina après que plusieurs hommes eurent été expulsés de la salle. L'ouverture des négatifs fut conduite sous la surveillance d'experts. Mais quelle autre preuve avons-nous ? Étant donné les conditions dans lesquelles nous nous sommes enfuis, il était naturellement impossible d'emporter une grande quantité de bagages, mais nous avons pu sauver la collection de papillons et de scarabées du professeur Summerlee. N'est-ce pas une preuve ? Plusieurs voix. « Non !» Qui a dit non ?
Le docteur Illingworth qui se lève. Nous soutenons qu'une telle collection a pu être constituée à d'autres endroits que sur le plateau. Applaudissements. Le professeur Challenger. Assurément, monsieur, nous devons nous incliner devant votre autorité scientifique, même si je dois avouer que votre nom ne m'est guère familier. Donc, laissons de côté les photographies et la collection d'insectes, et passons aux nombreuses informations précises que nous avons apportées concernant des questions qui n'avaient jamais pu être élucidées auparavant. Par exemple, concernant les mœurs domestiques du ptérodactyle. Une voix, baliverne, puis tumulte. Je répète, nous pouvons fournir une grande quantité d'éclaircissements sur les habitudes domestiques du ptérodactyle. Je peux vous montrer une image de cette créature prise sur le vif qui vous persuaderait. Le docteur Illingworth. Aucune image ne pourra nous convaincre de quoi que ce soit. Le professeur Challenger. Vous voudriez voir la chose elle-même? Le docteur Illingworth. Absolument. Le professeur Challenger. Et vous seriez convaincu? Le docteur Illingworth en riant. Sans l'ombre d'un doute. C'est alors que la soirée connut un moment de suspens. Un suspens dramatique comme on n'en avait jamais vu au cours d'une réunion scientifique. Le professeur Challenger leva la main, et à ce signal on vit notre confrère, Mr. E.D. Malone, se lever et se frayer un chemin jusqu'au fond de l'estrade. Un instant plus tard, il réapparut en compagnie d'un noir gigantesque, et tous deux portaient une énorme caisse rectangulaire. Le silence s'était abattu sur l'auditoire, et chacun était absorbé par le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Le professeur Challenger retira le haut de la caisse, qui était constitué d'un couvercle coulissant. Regardant dans la boîte, il claqua des doigts plusieurs fois, et depuis nos sièges dans l'espace réservé à la presse, nous l'entendîmes dire « Allez, viens, petit, petit », d'une voix cajoleuse. Un instant plus tard, avec des bruits de grattement et de claquements, une créature absolument atroce, épouvantable, apparut et vint se percher sur le bord de la caisse. Même la chute inattendue du duc de Durham dans la fosse d'orchestre ne put distraire l'attention du vaste auditoire, tant chacun était pétrifié. La tête de la créature évoquait la plus incroyable gargouille qui soit jamais sortie de l'imagination d'un architecte médiéval dément. Elle était méchante, hideuse, avec deux petits yeux rouges semblables à des braises de charbon incandescent. Sa gueule, allongée et féroce, qui restait entr'ouverte, était remplie d'une double rangée de dents semblables à celles d'un requin. Ses épaules saillaient en une bosse, et elles étaient drapées dans un long châle gris terne. C'était le diable de notre enfance en personne. Des remous se produisirent dans l'assistance. Quelqu'un poussa un cri. Deux dames du premier rang s'évanouirent et tombèrent de leurs chaises. Les gens sur l'estrade suivirent le président jusque dans la fosse d'orchestre. Pendant un moment, il faillit y avoir une panique générale. Le professeur Challenger leva les mains pour apaiser l'émoi, mais son geste effraya la créature à côté de lui. D'un seul coup, elle déploya son étrange châle qui s'étendit, et deux ailes parcheminées se mirent à battre. Le propriétaire de la créature l'attrapa par une patte, mais il ne put la retenir. Elle s'élança de son perchoir et vola lentement en cercle à l'intérieur du Queen's Hall, avec un battement sec, craquant, de ses ailes de 3 mètres d'envergure, tandis qu'une odeur putride et malsaine envahit la pièce. Dans les balcons, effrayés de voir approcher ses yeux luisants et ce bec meurtrier, les spectateurs poussèrent des cris qui excitèrent la créature et la rendirent frénétique. Elle se mit à voler de plus en plus vite, se cognant contre les murs et les lustres, aveuglée par l'excitation et la peur. « La fenêtre! Pour l'amour du ciel, fermez cette fenêtre !» rugit le professeur depuis l'estrade, sautillant et tordant ses mains d'appréhension. Hélas, son avertissement arrivait trop tard. En un instant, la créature, qui se cognait et rebondissait le long du mur comme un gigantesque papillon de nuit dans un lampadaire à gaz, s'engouffra dans l'ouverture, tortilla sa masse hideuse à l'intérieur et disparut. Le professeur Challenger s'effondra sur sa chaise, le visage enfoui entre ses mains, tandis que l'assemblée poussait un long et profond soupir de soulagement en réalisant que l'incident était terminé. Ensuite, oh, comment décrire ce qui se produisit alors, quand l'exubérance de la majorité et les réactions de la minorité s'unirent pour former une seule grande vague d'enthousiasme qui déferla depuis le fond du hall, gagna en intensité alors qu'elle se rapprochait, submergea la fosse d'orchestre, envahit l'estrade et qu'elle souleva, puis emporta nos 4 héros sur son sommet. Heureusement pour toi, Mac.
Si l'Assemblée avait été plutôt injuste, on peut dire qu'elle répara largement ses torts. Tout le monde était debout, tout le monde s'agitait, criait, gesticulait. Une foule compacte constituée d'hommes entourait les 4 voyageurs. « En triomphe! En triomphe !» s'écrièrent une centaine de voix. Aussitôt les 4 silhouettes s'élevèrent au-dessus de la foule. Ils se débattaient pour se dégager, en vain. On les tenait en l'air, à leur place d'honneur. Il eût été difficile de les faire descendre, même si on l'avait voulu, tellement la foule se pressait autour d'eux. « Regent Street! Regent Street !» criaient les voix. Un tourbillon se forma dans la marée humaine, puis un lent courant se dirigea vers la sortie, avec les 4 héros toujours portés sur les épaules. Dans la rue, le spectacle était extraordinaire. Un rassemblement d'au moins 100 000 personnes attendait à l'extérieur. La masse de gens entassés s'étendait de Langham Hotel jusqu'à Oxford Circus. Une clameur enthousiaste accueillit les 4 aventuriers lorsqu'ils firent leur apparition au-dessus la tête des gens, sous l'éclat des lampes électriques qui bordaient la sortie du hall. « Un cortège! Un cortège !» entendit-on crier. Telle une gigantesque armée, bloquant les rues sur toute la largeur, la foule se mit en mouvement en direction de Regent Street, puis elle traversa Pall Mall, St. James Street, Piccadilly. Tout le trafic du centre de Londres était interrompu, et l'on rapporta de nombreuses collisions entre les manifestants d'une part et la police ainsi que les taxis d'autre part. Finalement, ce ne fut pas avant minuit que les 4 voyageurs furent déposés à l'entrée de l'appartement de Lord John Roxton à l'Albany, et que la foule, après avoir chanté en chœur « Ce sont de sacrés bons amis », conclut le programme avec « God Save the King ». Ainsi se termina l'une des plus mémorables soirées que Londres ait connues depuis très longtemps. Voilà pour mon ami Macdonough. Et on peut dire que c'est un compte-rendu fidèle de la réunion, malgré la lourdeur du style. Quant à l'incident majeur, ce fut une grosse surprise pour l'auditoire, mais vous vous en doutez, pas pour nous. Le lecteur se souviendra comment j'avais rencontré Lord John Roxton, précisément quand, sous sa crinoline protectrice, il était parti chercher un volatile de l'enfer, comme il l'avait appelé alors, pour le professeur Challenger. J'avais aussi laissé des indices sur les difficultés que le bagage du professeur nous avait causées en quittant le plateau. Si j'avais décrit notre voyage, il y aurait eu beaucoup à raconter sur le souci que nous donna notre répugnant compagnon, lorsqu'il fallut calmer son appétit avec du poisson pourri. Si je n'en ai pas beaucoup parlé avant, c'est que le professeur avait exigé qu'aucune rumeur ne filtre sur l'argument imparable que nous transportions avant qu'il n'ait confondu ses ennemis. Un mot sur le destin du ptérodactyle londonien. Concernant ce sujet, rien ne peut être dit avec certitude. 2 femmes terrorisées ont pu témoigner qu'il s'était posé sur le toit du Queen's Hall et qu'il était resté là, telle une statue diabolique, pendant plusieurs heures. Le jour suivant, un article parut dans le journal du soir comme quoi le soldat Miles des gardes de Coldstream, qui était en faction devant Marlborough House, avait déserté son poste sans permission et que de ce fait, il allait passer en cour martiale. Le récit du soldat Miles, qu'il avait laissé tomber son fusil et pris ses jambes à son cou vers le môle parce qu'en regardant le ciel, il avait soudainement aperçu le diable passer devant la lune, ne fut pas admis par la cour, et pourtant, il a peut-être un rapport direct avec le sujet en question. Le seul autre témoignage que je peux citer est tiré du journal de bord du SS Friesland, un paquebot qui effectue la traversée Hollande-Amérique, et il est écrit que le lendemain matin à 9 heures, alors que Start Point était distant de 10 000 nautiques sur tribord, ils furent dépassés par quelque chose qui ressemblait à la fois à une chèvre volante et à une monstrueuse chauve-souris, et qui se dirigeait à une vitesse prodigieuse vers le sud-ouest. Si son instinct de retour à l'habitat d'origine le conduit dans la bonne direction, il ne fait aucun doute que le dernier ptérodactyle européen a péri quelque part au milieu de l'Atlantique. Et Gladys. Oh, ma Gladys. Gladys du lac magique, qui doit maintenant être rebaptisé lac central, car jamais elle ne gagnera l'immortalité grâce à moi. N'ai-je pas toujours vu son côté implacable? N'ai-je pas ressenti, même lorsque j'étais fier de suivre ses ordres, qu'il fallait bien peu d'amour pour inciter son amoureux à perdre ou même risquer sa vie? N'ai-je pas, tout au fond de moi, à maintes reprises et sans jamais oser me l'avouer, vu ce qui se cachait derrière la beauté du visage, et scrutant les tréfonds de son âme, n'ai-je pas discerné les ombres jumelles de l'égoïsme et de l'inconstance qui s'y cachaient? Aimait-elle l'héroïsme et le spectaculaire pour leur vraie noblesse, ou bien était-ce pour la gloire qui pouvait rejaillir sur elle, sans le moindre effort ni sacrifice personnel? Ou alors, ces pensées ne sont-elles que la vaine sagesse qui survient lorsqu'il est trop tard? Jamais de ma vie je n'ai été aussi bouleversé. Durant un instant je fus gagné par le cynisme,
Mais déjà, au moment où j'écris, une semaine s'est écoulée. Nous avons reçu notre grande interview avec Lord John Roxton et, ma foi, cela aurait pu être pire. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé en quelques mots. Aucune lettre ni aucun télégramme ne m'attendait à Southampton. Et quand j'arrivai vers 10 heures du soir à la petite villa de Streatham, j'étais rongé d'inquiétude. Était-elle toujours vivante? Où étaient passés mes rêves? Les bras accueillants, le visage souriant, les louanges adressées à l'homme qui avait risqué sa vie pour satisfaire son caprice. Déjà, j'étais tombé de mon nuage et j'avais les pieds sur terre. Et cependant, pour peu qu'elle m'eût donné de bonnes raisons, je me serais envolé à nouveau. Je me ruai dans l'allée du jardin, tambourinai à la porte, entendis la voix de Gladys à l'intérieur, bousculai la servante ahurie et pénétrai dans le salon à grands pas. Elle était assise sur un petit canapé, sous l'éclairage de la lampe habituelle près du piano. En 3 foulées, j'avais traversé la pièce et pris ses mains dans les miennes. Elle me regarda d'un air stupéfait. D'une façon subtile, elle avait quelque chose de changé. L'expression de ses yeux, un regard dur, hautain, le dessin de ses lèvres, je les voyais pour la première fois. Elle retira ses mains. « Que me voulez-vous » fit-elle. « Gladys » m'écriai-je. « Que se passe-t-il? Vous êtes bien ma Gladys, n'est-ce pas, la petite Gladys Hungerton » ? « Non, dit-elle. Je suis Gladys Potts. Permettez-moi de vous présenter mon mari. » Comme la vie est absurde. Je me retrouvai en train de m'incliner devant un petit homme roux lové dans le profond fauteuil qui était jadis mon unique privilège. Avec des gestes d'automate, je lui serrai la main et nous échangeâmes des sourires idiots en hochant la tête. « Père nous a autorisés à rester, le temps que notre maison soit prête, » dit Gladys. « Oh, bien sûr, » dis-je. « J'en conclus que vous n'avez pas reçu ma lettre à Para. »« Non, je n'ai reçu aucune lettre. »« Oh, quel dommage! Cela aurait rendu les choses plus claires. »« Elles sont parfaitement claires, » dis-je. « J'ai tout raconté à William à votre sujet, » dit-elle. « Nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Je suis vraiment désolé. Mais cela ne pouvait être un sentiment très profond, n'est-ce pas, si vous avez pu partir au bout du monde en m'abandonnant à ma solitude. Vous n'êtes quand même pas en train de bouder. »« Non, non, pas du tout. Je pense que je vais y aller. »« Prenez un rafraîchissement, » dit le petit homme, et il ajouta sur le ton de la confidence. « C'est toujours ainsi que ça se passe, pas vrai? Il n'y a pas le choix, à moins de pratiquer la polygamie, mais dans l'autre sens, vous saisissez ?» Il riait comme un idiot, tandis que je me dirigeais vers la sortie. Je franchissais la porte, lorsque je fus pris d'une impulsion soudaine et irrésistible, et je revins vers mon victorieux rival, lequel lorgnait nerveusement en direction de la sonnette d'appel. « Voulez-vous répondre à une question ?» demandai-je. « Eh bien, dans la mesure du possible, » dit-il. « Comment avez-vous fait? Êtes-vous parti à la recherche d'un trésor? Avez-vous découvert un nouveau pôle? Navigué sur un bateau pirate? Survolé la Manche ou quoi que ce soit de ce genre? Où sont le prestige et l'aventure? Comment avez-vous réussi ?» Il me fixa longuement, tandis qu'une expression désespérée envahissait son visage bon enfant et malingre. « Ne pensez-vous pas que c'est un peu trop personnel ?» dit-il. « Bon, alors répondez simplement à cette question, » criai-je. « Qu'est-ce que vous êtes? Quelle est votre profession ?»« Je suis clerc de notaire, » fit-il. « Assistant chez Johnson & Merivale's 41 Chancery Lane. »« Bonsoir, dis-je, et je disparus dans la nuit, pareil à ces héros inconsolables, tandis que le chagrin, la rage et le rire secouaient tour à tour mon cœur déchiré. Un dernier épisode et j'en aurais fini. Hier au soir, nous avons pris le souper dans l'appartement de Lord John Roxton, après quoi nous sommes allés nous asseoir tous ensemble en bons camarades pour fumer et reparler de nos aventures. C'était étrange de revoir ces visages familiers, ces bonnes vieilles silhouettes dans cet environnement artificiel. Il y avait Challenger, avec son sourire condescendant, ses paupières tombantes, son regard intransigeant, sa barbe agressive, son torse massif qui enflait et soufflait, tandis qu'il essayait d'imposer ses vues à Summerlee. Tout comme Summerlee remettait en question chaque argument de Challenger, sa courte pipe de bruyère coincée entre sa moustache et sa barbiche, son visage las pointé en avant dans le feu de la discussion. Enfin, il y avait notre hôte, avec sa face burinée, ce profil d'aigle dont le regard d'acier, d'un bleu lumineux, recelait tout au fond un humour espiègle. Tel était le tableau qu'il formait et que j'ai gardé en mémoire. C'est après le souper,
dans son sanctuaire aux lumières rougeâtres, la pièce aux innombrables trophées, que Lord John voulut nous dire quelque chose. D'un placard, il sortit une vieille boîte de cigares qu'il posa devant lui sur la table. « Il y a une chose, fit-il, dont j'aurais peut-être dû parler avant, mais je voulais tout d'abord être sûr. Inutile de se donner de faux espoirs, si c'est pour être déçu. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des espoirs, mais des faits réels. Dites, vous vous souvenez du jour où nous avons trouvé la colonie de ptérodactyles dans le marécage? Eh bien, j'avais remarqué quelque chose dans le sol. Peut-être ça vous a échappé. Alors, je vais vous le dire. Il y avait un orifice volcanique rempli d'argile bleue. Les professeurs acquiescèrent. Bon, maintenant, je n'ai connu qu'un seul endroit au monde où l'on voyait des bouches volcaniques pleines d'argile bleue. Eh bien, c'était les grandes mines de diamants de la compagnie Debers, à Kimberley. Vous imaginez que cette histoire de diamants me trottait à l'esprit? Alors, j'ai construit un bidule pour tenir ces bestioles puantes à l'écart. Ensuite, j'ai été m'amuser là-bas avec une bêche et j'ai passé une bonne journée. Et ça, c'est ce que j'ai ramassé. Il ouvrit sa boîte de cigares et la retourna, déversant entre 20 et 30 pierres brutes sur la table. Les plus petites, de la taille d'un haricot, les plus grosses atteignant celle d'un marron. Vous pensez peut-être que j'aurais dû en parler sur le moment. Eh bien, c'est possible, sauf qu'il y a beaucoup d'attrape-nigauds si on y fait pas attention. Et ces pierres auraient beau être de n'importe quelle taille, une fois nettoyées, elles pourraient ne pas valoir grand-chose à cause de la couleur ou de la consistance. Alors, je les ai ramenées, et dès le premier jour de notre arrivée, j'ai été faire un tour chez Spinks, et je lui ai demandé de me les tailler un peu et d'estimer leur valeur. Il sortit une boîte à pilules de sa poche, et il en retira un diamant étincelant de toute beauté, l'une des plus belles pierres précieuses que j'eusse jamais vues. « Et voilà le résultat, dit-il. Il estime la totalité à 200 000 livres au minimum. Évidemment, nous avons chacun notre part. Je ne veux rien entendre là-dessus. Eh bien, Challenger, qu'est-ce que vous allez faire avec vos 50 000 ?» Si vous persistez dans cette optique généreuse, dit le professeur, je réaliserai la fondation d'un musée privé, ce qui a longtemps été l'un de mes rêves. Et vous, Summerlee? Je me retirerai de l'enseignement. Cela me donnera du temps pour finir ma classification des fossiles calcaires. J'utiliserai les miens, dit Lord John Roxton, pour monter une expédition avec tout le matériel nécessaire et retourner jeter un coup d'œil à ce cher vieux plateau. Et vous, petit gars, je suis sûr que vous allez dépenser les vôtres pour vous marier. Non, pas encore, dis-je avec un sourire penaud. Mais si vous voulez bien de moi, je préférerais aller avec vous. Lord Roxton ne dit rien, mais par-dessus la table, il me tendit sa main brunie par le soleil.